Merci beaucoup, Philippe. Maintenant, nous allons accueillir le docteur Lucie Barry, qui va nous dire les attendus des pédiatres pour les actes de soins d'urgence. Merci. Bonjour à tous. Je suis Lucie Marie Hippolyte. Moi, je suis médecin pédiatre et réanimatrice médicale. Et en parallèle, je suis SPV depuis 2005, issue de la filière incendie et au 3SM du district 3 depuis quelques années. Pour commencer, j'aimerais savoir qui est sapeur-pompier dans la salle, si vous pouvez lever la main, que je me rende compte à qui je parle. Très bien, merci. Et qui est pédiatre? Ok, donc je suis un petit peu seule, mais je vais quand même essayer en tant que smuriste pédiatre de vous convaincre de l'intérêt d'aller ensemble vers des ASU juniors pour les enfants. Alors, pédiatrie et pompiers, c'est deux visions distinctes, deux approches différentes de l'enfant. La pédiatrie, c'est la branche de la médecine qui a pour objet l'étude, le diagnostic, le traitement, la prévention des maladies infantiles et la protection de l'enfance. Le pédiatre, il est expert de la naissance à l'adolescence incluse, mais il voit peu d'enfants graves au quotidien et il fait de rares prises en charge préhospitalières. Le pompier, lui, il fait beaucoup de SUAP, mais il fait très peu de pédiatrie. Enfin, c'est ce qu'il croit. Dans tous les cas, on a défini des critères d'âge de victime avec des spécificités opérationnelles qui sont communes, que ce soit pour les pédiatres ou les sapeurs-pompiers. On parlera de nouveau-nés de 0 à 28 jours, de nourrissons pour les enfants de plus de 28 jours jusqu'à 1 an, d'un enfant qui a un âge de plus d'1 an jusqu'à la puberté, et ensuite, puberté passée, c'est un adulte. En pratique, on va surtout raisonner en termes de morphologie, de croissance staturo-pondérale et de développement psychomoteur, même si c'est une victime et pas un patient qu'on va évaluer, plutôt qu'en âge biologique, puisque les disparités sont importantes, surtout les premières années de vie. Donc, le pédiatre a sa place pour aider les secouristes à adapter leurs outils d'évaluation, leur matériel et éventuellement les posologies en cas d'ASU. Un rapide état des lieux de la pédiatrie en préhospitalier en Gironde pour comprendre les besoins en termes d'ASU. Alors, on va utiliser des données Exos du SAMU 33 sur l'année 2023. Donc, à peu près 800 000 appels. Il y en a 1 sur 2 qui aboutit à un dossier de régulation médicale. Et d'après les données d'Exos, en sachant qu'il y en a 13% des dossiers où il n'y a pas l'âge de la victime, il y aurait 72 160 dossiers qui aboutissent à un DRM. Ça fait à peu près 20% du total des appels. Et si on prend selon l'âge, c'est moins de 2% pour des enfants de moins de 28 jours. C'est plus de 75% pour des plus de 28 jours jusqu'à 12 ans exclus. Et c'est 23% de 12 ans à 18 ans. Ces appels entraînent l'engagement du VSAV. Alors, tous âges confondus, c'est 141 344 vecteurs qui partent dans l'année. Et si on fait une extrapolation, attention, je n'ai pas les données précises, mais par rapport aux 20% d'appels qui concernent des enfants, eh bien, ça ferait 27 710 vecteurs par an, soit 76 par jour. Et pour les moins de 12 ans, ça ferait 59 par jour, 2,5 par heure. Donc, vous faites de la pédiatrie au quotidien. En parallèle, un extrait du bilan d'activité du SMUR pédiatrique de Gironde en 2023. Et c'est l'entité centrale, du coup, entre les secouristes sapeurs-pompiers et le pédiatre médecin hospitalier. Le SMUR pédiatrique, il fait à peu près 1000 interventions dans l'année, 35 à 40% de primaire, donc de préhospitalier, avec une activité qui est croissante depuis sa création dans les années 2000 et qui est stable depuis 2020. Et puis, il y a quelques interventions quand même de primaire pédiatrique qui sont assurées par les SMUR polyvalents adultes, que ce soit sur Bordeaux par indisponibilité du SMUR pédiatrique, ou alors en périphérie où le SMUR de Bordeaux n'est pas sur son secteur. Les primaires pédiatriques, c'est surtout entre 8h et 22h. Et ça correspond, en préhospitalier, 16% de nouveau-nés, 84% de 29 jours à 12 ans, en sachant que là, les victimes de 12 ans sont incluses, parce que le SMUR pédiatrique de Bordeaux part sur les enfants qui ont 12 ans. Donc, ça fait 150 versus 786. Alors, sur quoi part le SMUR pédiatrique? Sur les nouveau-nés, il part surtout pour des accouchements à domicile, pour de l'aide aux sapeurs-pompiers et aux médecins SMURistes adultes pour la prise en charge du nouveau-né qui pourrait avoir une détresse initiale. Pas toujours nécessaire, mais en tout cas, le médecin pédiatre part. Et ensuite, dans 7% des cas, ça va être pour du malaise, moins de 2% des cas de la bronchiolite chez un bébé de moins de 28 jours. Pour les plus grands, donc les plus de 28 jours jusqu'à 12 ans, bien là, c'est plus varié. Mais dans 19% des cas, c'est départ sur des convulsions, 13% autres pathologies neurologiques.
la prédominance des interventions du pédiatrique. Et puis ensuite, on a tout ce qui est respiratoire, pneumopathie, asthme, bronchiolite, qui représente 17 à 25% des interventions. La traumato vient dans un troisième temps, dans 11,4% des interventions. En tout cas, la partie respiratoire, c'est surtout des 29 jours, 2 ans. Et la partie convulsion et traumato, c'est des plus grands, c'est des 2 ans, 12 ans. Ça, c'était un état des lieux pour comprendre pourquoi on en arrive là, à faire des actes de soins d'urgence juniors, et lesquels vous pouvez déjà faire aujourd'hui. Certains sont formés. Donc les actes de soins d'urgence, on en a parlé, ils sont diagnostiques et thérapeutiques, ils sont réalisables par les pompiers formés. C'est dans le but d'améliorer la prise en charge et la survie de certaines victimes. La balance bénéfice-risque, elle est toujours en faveur du geste, et il n'y a pas de limitation d'âge dans la loi. Bien sûr, c'est sous couvert de décrets qui sont secondaires à la loi Matras, et ça valorise le rôle de soignant des pompiers en SUAP. Donc en autonomie, à l'heure actuelle, les sapeurs-pompiers peuvent prendre des paramètres chez les enfants, que ce soit la température, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la glycémie ou la saturation en oxygène, également la saturation pulsée en CO, en sachant qu'ils ont du matériel dédié, mais pas toujours parfaitement adapté au gabarit de l'enfant, que les valeurs attendues pour l'âge sont les mêmes dans certains paramètres, que ce soit la glycémie, la température ou le SPCO, adulte ou enfant, on attend la même chose, donc pas d'interprétation de la part du sapeur-pompier. Par contre, pour la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle, les valeurs évoluent en fonction de l'âge et ça demande une certaine connaissance. En autonomie, les sapeurs-pompiers réalisent également des échelles et des scores de gravité, le score de Glasgow, la FAST, oui, les enfants peuvent faire des AVC, des échelles de douleur, le Malinas, donc ça ne les concerne pas, et le score de Wallace pour évaluer la surface corporelle brûlée. Je ne les détaille pas. Sur prescription médicale, à visée diagnostique, les sapeurs-pompiers peuvent faire des ECG sans aucune modification technique par rapport à l'ECG chez l'adulte ou réaliser une hémoglobinémie à condition que la victime fasse plus de 3 kg. Sur prescription médicale également, les sapeurs-pompiers peuvent faire à visée thérapeutique plusieurs actes de soins d'urgence. L'administration de bêta-2 mimétique, donc dans l'asthme grave, ou considéré comme tel, chez un enfant de plus d'1 an avec une modalité différente selon qu'il fasse plus ou moins 20 kg. Ils peuvent également administrer chez les enfants de plus de 8 ans ou plus de 25 kg du glucagon dans le cadre des hypoglycémies. Ils peuvent réaliser des injections d'épipène chez l'enfant de plus de 30 kg dans le cadre du choc anaphylactique et faire du nixoïde chez l'adolescent de plus de 14 ans qui présenterait une intoxication aux opiacés. Donc les ASU actuels concernent bien déjà les enfants. Il n'y a pas encore eu assez de réalisation, par contre, pour pouvoir faire des statistiques et voir l'évolution des enfants suite à l'utilisation de ces ASU, mais ça mérite une évaluation. Donc au vu du bilan d'activité du SMUR pédiatrique et des possibilités thérapeutiques actuelles sur le marché, il y en a aussi d'autres à proposer qui peut-être arriveront demain. Je vous en mets un exemple, enfin quelques exemples. Mais en autonomie, on pourrait demander aux pompiers de prendre le poids des enfants, le poids récent, ils ne vont pas se promener avec une balance, mais en tout cas de récolter cette information. On va adapter les scores et les échelles si besoin en fonction du gabarit de l'enfant. On va peut-être proposer des obstructions rhinopharyngées pour les bébés qui présentent une bronchiolite. Ça peut se faire. Et puis sur prescription du MRU ou du médecin sur place, on pourrait penser que les sapeurs-pompiers vont faire de la ventilation masque-ballon en cas d'insuffisance respiratoire décompensée, faire du bucolane en cas de crise convulsive généralisée de plus de 5 minutes, faire de l'épipène, mais chez le moins de 30 kg, faire du Baqsimi en cas d'hypoglycémie, mais chez l'enfant de plus de 4 ans, ou le Pintrox, mais chez l'enfant de plus de 5 ans, de moins de 18 ans, peut-être un jour. En tout cas, on va détailler quelques-uns de ces ASU possibles. Juste dans les échelles, on n'oublie pas que le score de Glasgow, un enfant qui ne comprend pas les questions ou qui ne sait pas répondre verbalement, la réponse du V, il faut l'adapter. Que pour les brûlures, chez un tout petit, la surface corporelle représentée par la tête par rapport au reste du corps est bien plus importante. Donc la règle de Wallace ne s'applique pas et qu'il faut prendre celle de Nung et Broder. Et que pour les échelles de douleur, c'est pareil, faire de l'échelle numérique chez un enfant qui ne comprend pas la question ou ne sait pas compter. On va utiliser des échelles d'hétéro-évaluation. Donc on a l'Everdol chez les tout petits qui se sert surtout du faciès ou du comportement de l'enfant quand on arrive face à lui. Et chez le plus grand, c'est l'échelle des visages qui est validée en pédiatrie pour pouvoir évaluer correctement sa douleur.
Si on parle un instant de la ventilation masque-ballon en cas d'insuffisance respiratoire décompensée. Alors pourquoi faire ça? Parce que vous l'avez vu, la détresse respiratoire, c'est un motif fréquent de départ du SMUR pédiatrique et un motif très fréquent d'appel en régulation. Pourquoi les enfants auraient besoin qu'on les ventile alors qu'ils ne sont pas en arrêt respiratoire? Parce qu'ils ont des particularités anatomiques et métaboliques, surtout quand ils sont tout petits, à l'origine d'une faible réserve respiratoire, et ils sont beaucoup plus vulnérables à l'hypoxémie. Du coup, il faut soutenir rapidement la ventilation dès qu'on a des signes d'insuffisance respiratoire décompensée, qui peuvent être variés, ils ne sont pas toujours tous présents. Ça peut être la fréquence respiratoire qui ralentit, la bradypnée, le teint qui est gris, la nausée, ou alors une hypoxémie persistante malgré la mise sous O2 au masque de concentration, ou l'apparition des troubles de la conscience. Ça, c'est les recommandations au IRC 2021, et on n'atteint pas l'arrêt respiratoire, qui est un pronostic défavorable. Donc, le diagnostic d'insuffisance respiratoire aiguë, compensé ou décompensé, sera médical. Il sera fait par le médecin régulateur, pédiatre ou pas pédiatre, à définir. Mais il sera fonction de l'évaluation clinique. Donc, la place du sapeur-pompier, c'est d'abord de faire correctement son bilan, de faire un bilan de qualité pour pouvoir ensuite faire pratiquer la VMB. Donc, il faudra qu'il transmette l'état de conscience, la fréquence respiratoire, la mécanique ventilatoire visuelle, les bruits respiratoires audibles à l'oreille, la saturation, la fréquence cardiaque ou encore la coloration cutanée. Comment on fait? On va avoir des référentiels pompiers, ventilation artificielle par un insufflateur manuel. Il y a la technique qui est décrite en cas d'arrêt respiratoire. Et puis à la fin, dans les indications, c'est déjà notifié dans les autres cas sur ordre d'un professionnel de santé. Mieux qu'on peut y aller. Donc, potentiellement, il faudra prescrire la technique à 2 ou à 4 mois. Quelle fréquence on ventile, le volume à insuffler, le débit d'oxygène, c'est le même que dans l'arrêt respiratoire, et puis les critères de surveillance. Voilà. Donc ça, c'est une proposition d'ASU qui pourrait aider les enfants qui présentent une insuffisance respiratoire décompensée pour éviter l'évolution vers un CR. Je parle rapidement du buccolame en intrabuccal, puisqu'on a dit que les convulsions, c'était quasiment une intervention sur du SMUR pédiatrique. Le buccolame, c'est le midazolam comme molécule, donc une benzodiazépine à visée anti-épileptique. Les premières études, elles datent de 2005, donc on a pas mal de recul. En France, il y en a même depuis 2012, à partir de 3 mois de vie. Et aujourd'hui, c'est le traitement de première ligne pour tout état de mal épileptique, tonico-clonique généralisé d'enfant, quelle que soit l'étiologie, avec ou sans fièvre, la première fois ou nulle, hors période néonatale. L'avantage du buccolame par rapport au Valium ou diazépam intrarectal que tout le monde connaît, c'est que ça marche au moins assez bien. La voie d'administration est plus abordable puisque c'est dans la bouche et non plus intrarectal. Que ça a un très faible délai d'action, moins de 2 minutes, et que ça a peu d'effets dépresseurs respiratoires ni somnolence. Et pourquoi en faire un ASU chez l'enfant? Parce qu'on a dit des convulsions, il y en a beaucoup. Et surtout parce que dans la littérature, on sait que les crises qui vont passer des 5 minutes ne s'arrêteront pas toutes seules, pour la majorité. Que plus on met le traitement tardivement, moins il est efficace. Au-delà de 5 minutes et jusqu'à 30 minutes, on sait que si on fait à 30 minutes, il marche mieux que si on fait à 10 minutes de convulsion. Et au-delà de 30 minutes de convulsion, il y a un risque d'une mortalité qui est important à moyen et à long terme. Donc le SMUR pédiatrique, étant qu'il arrive, les sapeurs-pompiers ont le temps d'administrer éventuellement le buccolame. Les parents le font déjà si ce n'est pas la première fois. En plus, c'est facile à mettre en œuvre. C'est une semaine, on lève le bouchon, on la glisse entre la gencive et la joue. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche, donc on respecte le trismus, on peut respecter la PLS de l'enfant, et on administre la dose complète, et c'est terminé. Et ensuite, le médecin régulateur prescrira donc la posologie adaptée en fonction de l'âge, parce qu'il y a 4 surveillances différentes en fonction de l'âge, la surveillance, et puis en parallèle, il fera surveiller température et glycémie pour préserver les agressions cérébrales secondaires. Donc c'est réalisable. Le Patrax, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, il y a la l'AMN en France pour les plus de 18 ans. Il faut savoir qu'il y a en tout cas plusieurs pays dans le monde qui l'utilisent depuis des années chez les enfants de plus de 5 ans. Donc ne vous étonnez pas si un jour ça vient aussi en France de douleurs traumatiques de l'enfant de plus de 5 ans. On ne sait pas grave. En tout cas, avant tout acte de soins d'urgence, il y a un point de vigilance sur lequel j'aimerais revenir concernant les interventions pédiatriques. Alors, ce n'est pas une photo contractuelle, mais il y a eu un accident d'ambulance il n'y a pas très longtemps, avec un enfant qui a été éjecté alors qu'il était dans les bras de sa maman derrière pendant le transport. Il a été blessé grave, a priori sa maman aussi.
On doit transporter toutes nos victimes de manière sécurisée, les enfants compris. Personne ne transporte son enfant dans ses bras dans sa voiture. Donc il faut qu'on arrête en tant que sapeur-pompier de transporter des enfants dans les bras des parents sur le brancard des SAV. Donc il y a plein de matériel qui existe. J'ai aucun conflit d'intérêt, donc voilà, il y en a plein. Il suffit de choisir, et il faut les utiliser. Oui. Avant tout acte de soins d'urgence, il est nécessaire aussi de diminuer l'impact de la pédiatrie en pré-hospitalier. Quand je parle d'impact, je parle de ressenti pour le secouriste. Souvent, c'est particulier. Quand sur le ticket de départ, c'est écrit moins de 18 ans, c'est plus complexe à gérer. Le stress est majoré par le fait qu'un enfant ne va pas être victime, par la rareté des interventions à l'échelle individuelle ou la formation qui est insuffisante sur la pédiatrie. Le bilan est plus difficile à réaliser puisqu'il n'y a pas forcément le bon canal de communication avec l'enfant. Les moyens d'évaluation sont différents par rapport à la victime adulte. Et puis l'affect est souvent important. En tout cas, tout ça peut être pondéré par l'expérience personnelle. Excusez-moi. Que ce soit positivement ou négativement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amélioration de la prise en charge des enfants en pré-hospitalier passe par l'amélioration des ressentis des secouristes qui interviennent. Et que ça, il faut encourager les briefings et les débriefings systématiques. Optimiser les temps de trajet en partant en inter et en rentrant pour vous faire un rappel sur c'est un enfant, ok, il n'y a pas de souci, il va respirer plus vite, donc on le sait, il va avoir mal de telle façon, son comportement va être comme ça, il y aura le parent à gérer, d'accord, on le sait et on y va. Et en rentrant, on refait le tour. Est-ce que du coup, on a eu un comportement adapté avec l'enfant? Est-ce qu'on a réussi à l'examiner correctement? Est-ce qu'on a eu des difficultés? Et on pose des questions et on fait remonter éventuellement au SMURIS pédiatre si on a besoin. Plus on le fera et plus on sera à l'aise. Parce que vous l'avez vu, vous ne faites pas tous les jours des interventions pédiatriques et vous êtes quand même tous susceptibles d'y être confrontés. Donc en résumé, les AOSU juniors, ça sera probablement peu d'intervention au global, mais ça aura quand même un lourd impact technique et psychologique pour le sapeur-pompier. Il y a un intérêt à les poursuivre réel et à les évaluer, ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres propositions qui vont sûrement arriver plus tard, puisque ça va améliorer la prise en charge urgente des enfants et que ça ne présente pas de risque pour le secouriste. Quoi qu'il en soit, il faut commencer par optimiser la communication et bilan clinique. Et en complément, viendra une formation plus dense du secouriste avec des volets théoriques, techniques et psychologiques. Je vous remercie.